Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information sur la chaîne du développement. Tout de suite, les grandes lignes de cette édition. Atlantique FM, deuxième chaîne de l'ORTB, célèbre ses 24 ans d'existence. Cette station de proximité résiste au temps. Son secret et sa cible, les jeunes. Des spécialistes de l'environnement réfléchissent sur les stratégies de mobilisation de ressources pour la préservation de l'environnement. La rencontre a eu lieu à l'hôtel Azalea de Cotonou. Le compte rendu dans un instant. Ils sont des milliers d'employés de la Croix-Rouge dans le monde à sauver des vies et redonner le sourire aux personnes affectées. Hier 8 mai, l'occasion leur a été donnée de célébrer leurs actions humanitaires. 9 mai 1994, 9 mai 2018, 24 ans aujourd'hui que la radio Atlantique FM a vu le jour. 24 années au service de la jeunesse. Son confort, une équipe de jeunes complices mais surtout solidaires dans le travail. Un tour dans les locaux de la jeune radio sœur de la radio nationale avec Auréole Aïllon et Rodrigue Babaglito. On lui annonce que mardi, elle sera reçue dans couleur locale. C'est d'ici que part toute la dose de bonne humeur, transmise sur la 92.2 tous les matins. Nous faisons ainsi une incursion sur une des émissions quotidiennes de Atlantique FM, la matinale. Une équipe de jeunes, c'est là tout le charme de cette chaîne. Pour qui présent depuis plus de 10 ans ou qui présent depuis des années en moins, l'amour pour la chaîne est unanime, la raison identique sur toutes les lèvres. Atlantique FM, c'est l'esprit de créativité. On est très très créatif à Atlantique FM et on aime s'amuser. On prend du plaisir dans ce qu'on fait comme émission. Le travail ne nous stresse pas vraiment. On est dans ce besoin perpétuel d'innover, de faire de nouvelles choses. Et on n'est pas des collègues, on est comme des amis, une équipe, une famille. On est tout le temps en train de partager des choses. Ce qui me marque moi particulièrement, c'est la complicité entre nous, journalistes de Atlantique FM. Ça ne se ressent pas dans toutes les rédactions. Et d'ailleurs, Atlantique FM est la seule rédaction dans laquelle moi je retrouve cette complicité-là. On n'est pas que journalistes, on est frères et sœurs. À Atlantique FM, on est plus comprises en tant que femmes. On ne nous impose pas vraiment quelque chose. C'est vrai que nous avons des supérieurs, mais ils sont là pour nous conseiller. Ils sont là pour nous demander à chaque fois comment vous évoluez. Est-ce qu'il y a de la solidarité entre vous, collègues? Créé le 9 mai 1994 avec pour cible principale la jeunesse, Atlantique FM aura connu plusieurs dirigeants, ce qui ne l'a pas empêché de rester fidèle à sa vision 23 ans après. La vision n'a pas changé. La démarche peut-être à un moment donné a changé, mais on reste toujours dans ce même créneau, à savoir faire de Atlantique FM une radio de jeunesse. Et Atlantique FM continue de l'être. Lorsque vous jetez un coup d'œil dans la grille des programmes, par exemple, vous avez toute une panoplie d'émissions animées par des jeunes et qui s'intéressent beaucoup plus également à la jeunesse. Ce qui a changé, c'est d'abord les hommes. Je pense qu'après tout, c'est d'abord les hommes, puisque 24 ans dans la vie d'une institution, dans la vie d'une radio, c'est beaucoup de choses. Les hommes ont changé, la tête également a changé à un moment donné, mais nous restons toujours fidèles quand même, comme je le disais tout à l'heure, fidèles à ce que nous savons faire, à ce que nous avons toujours l'habitude de faire, à savoir animer des émissions sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan économique également, sur le plan même de la politique. Nous avons une panoplie d'émissions. Néanmoins, Atlantique FM se veut encore plus grande. C'est le principal souhait du personnel. On a vraiment besoin d'un soutien véritable pour approcher les auditeurs. Et être proche, c'est d'abord qu'ils nous entendent très bien, qu'ils nous captent très bien et qu'ils puissent écouter ces émissions-là qui les concernent directement. On dit très souvent que la majorité sont passés par Atlantique FM et de grands journalistes aujourd'hui peuvent en témoigner. Et donc, pourquoi ne pas souhaiter que ce service qui a formé de grandes personnes, de grands journalistes, devienne une direction? Pour la célébration de ces 24 années d'existence, un retour sur d'anciennes émissions est promis. La radio promet de plus belles productions aux fidèles auditeurs les jours à venir.
mobiliser des ressources pour une reconstitution du 7e cycle du Fonds pour l'environnement mondial. Un dialogue national de 2 jours s'est engagé à cet effet. Les travaux se déroulent à Cotonou et vont se pencher sur les nouvelles orientations du fonds. Reportage Francis Faton, Amandine Aniamboussou. Profiter des opportunités du 7e cycle du Fonds pour l'environnement mondial. C'est l'objectif de cet atelier sur le dialogue national sur la reconstitution de ce fonds. Acteurs de la société civile, experts et autorités à divers niveaux vont échanger pour améliorer la mobilisation des ressources financières du Fonds pour l'environnement mondial. Ensemble, nous allons réfléchir avec les agents d'exécution, c'est-à-dire le PNUD, la FAO, pour voir comment arrimer effectivement le PAG aujourd'hui avec les différentes stratégies, les axes définis donc, au niveau du PAG par rapport donc, au FEM7. Il est question pour nous en tant que société civile de participer à la définition des priorités afin que justement les besoins réels des communautés vulnérables, les questions fondamentales relatives donc à la sauvegarde de l'environnement, à la résilience au changement climatique, à la protection par exemple des zones humides soient réellement prises en compte. Il est aussi question de profiter de cette opportunité d'échange pour renforcer nos capacités en termes justement d'opportunités de financement des différentes fenêtres et mécanismes financiers mis en place par le FEM à l'endroit donc des différents acteurs. En plus des interventions dans les domaines traditionnels que sont la biodiversité, les changements climatiques et la dégradation des terres, le FEM7 propose de nouvelles orientations autour de programmes majeurs à impact positif sur l'environnement. Aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses au niveau des villes. Donc, une croissance urbaine très forte. Comme vous le savez, les villes vont occuper 60% de la population mondiale. Tous les problèmes environnementaux se concentrent au niveau des villes, avec les questions des transports, la question du logement, des bâtiments, la question de la pollution, etc. Et tout ça donc, contribue à la dégradation de l'environnement global. Notre également programme à impact, c'est l'agriculture, l'alimentation et l'usage des terres. Troisième programme à impact consiste à la gestion durable des forêts. Les forêts constituent des sources extrêmement importantes de séquestration de carbone, mais aussi c'est des sources de revenus pour les populations qui y vivent. Il s'agira donc de travailler à optimiser la programmation des ressources du Bénin. Les attentions seront focalisées sur les projets prioritaires pour le 7e cycle du Fonds pour l'environnement mondial. Partout pour tout sourire, c'est le thème retenu cette année pour vivre la journée mondiale de la Croix-Rouge ce 8 mai. Cette organisation a pour mission de prévenir et d'alléger la souffrance humaine. Quelles sont les actions de la Croix-Rouge et comment fonctionne-t-elle? Plus d'explications avec le secrétaire général de la Croix-Rouge. Il est au micro de Auréole Aignon et Léonida Onzo. La Croix-Rouge a des actions diverses et contextualisées. Je parlerai rapidement de la Croix-Rouge béninoise qui mène des actions de préparation et d'intervention en cas d'urgence. Et les urgences auxquelles nous faisons face souvent au Bénin, c'est les inondations, les afflux massifs de population, et les incendies dans certaines communautés et les accidents dans la vie courante. Voilà un peu ce qui arrive comme catastrophe et la Croix-Rouge essaie de répondre. Mais il ne faut pas attendre que cela arrive. Il y a également la préparation des communautés à être résilientes. Et on développe à travers les comités locaux, on a 77, dans les 77 communes. Aujourd'hui, nous avons 77 comités locaux qui développent des activités telles que j'ai dit, la préparation en prévision des catastrophes, le développement communautaire, la résilience, le risque des changements climatiques, etc. Donc voilà un peu comment ça se passe. La journée mondiale inaugure une période de 15 jours où nous lançons vers les entreprises, vers les sociétés, vers les généraux donateurs de façon globale pour qu'ils puissent nous soutenir pour envie d'aller vers les plus vulnérables de nos communautés. Donc je pourrais dire simplement, aidez-nous à aider.
Hors de nos frontières à présent, 6 millions de Burkinabés seront en situation de difficulté alimentaire en 2018 dans la moitié des provinces du pays. L'annonce a été faite lundi par le ministre de l'Agriculture, Nouga Ambroise Ouedraogo. Cette situation s'explique selon lui par un déficit céréalier de 477 000 tonnes sur la campagne 2017-2018. Le gouvernement burkinabé entend donc apporter une assistance financière et alimentaire aux populations touchées. Le Fonds monétaire international prévoit 3,7% de croissance en Afrique subsaharienne pour l'année 2018 contre 3,4% en 2017. Cette hausse est due au redressement du coût des matières premières et à une accélération de la croissance mondiale. Une croissance mondiale dont profite l'Afrique subsaharienne qui a amélioré son accès au marché. L'institution s'inquiète par contre de la hausse de vulnérabilité économique dans un contexte de progression de l'endettement public. Elle recommande donc aux pays africains de mieux maîtriser le budget, d'améliorer la collecte de l'impôt et de créer un cadre favorable à l'investissement. Au Luxembourg, un centre accueille des toxicomanes venus consommer de la drogue. Un géant bâtiment de 1200 mètres carrés a été ouvert en 2005, un centre d'accueil de jour avec un service médical ainsi qu'un asile de nuit. Le but serait de réduire l'overdose et d'offrir de meilleures conditions aux toxicomanes. Reportage. C'est l'heure de pointe à l'Abrigado, l'abri en portugais, la première salle de shoot du Luxembourg. Depuis 2005, cet établissement de la capitale accueille les toxicomanes tous les jours pendant 7 heures. Je pense qu'il devrait recevoir un peu plus de moyens pour embaucher plus de monde, que ce soit ouvert un peu plus longtemps, 24 heures sur 24. Oui, amélioration, ça c'est sûr. Et vu que, je veux dire, c'est difficile de donner des jours fériés ou des heures à un toxicomane en manque. Voilà. Le centre compte en moyenne 200 visiteurs par jour. Les toxicomanes apportent leurs substances et reçoivent du matériel stérile. Le tout sous le contrôle d'un infirmier, mais aussi d'éducateurs spécialisés qui veillent au respect des règles. À l'Abrigado, les trafics et les violences ne sont pas tolérés. Je me suis fait exclure aussi pendant une semaine. C'était de ma faute, j'ai accepté. Je ne me suis pas tenu à la règle. Les règles, il en faut. Et ici, ils sont plutôt stricts. Et il y a bien une raison pour ça. Les objectifs sont clairs, réduire les risques d'overdose et offrir de bonnes conditions d'hygiène aux toxicomanes. Le centre n'a pas été créé dans le but d'éliminer l'usage de drogue, mais il peut servir de tremplin vers un sevrage. Un grand rôle de notre institution, c'est le dispatching, c'est en distribuer le client dans le réseau, en ouvrir les portes pour les clients, pour les thérapies, pour le sevrage et aussi bien sûr pour la substitution. Dans le cas, le moment où ils viennent, nous sommes là pour faire l'accompagnement et faire les procédures avec les clients. Au moins 10 usagers par semaine font une demande d'aide au sevrage. Un deuxième centre devrait ouvrir ses portes fin 2018 dans le sud du Luxembourg, à 2 pas de la frontière française. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h45.